Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 2 octobre 2025 et notre cher ami Andrei Martianov est avec nous. Bienvenue Andrei. Avec plaisir. Andrei, commençons par ce qui se passe au Moyen-Orient. Beaucoup de gens s'inquiètent du nouveau conflit qui éclate là-bas. Les États-Unis ont déplacé de nombreuses armes, ravitailleurs aériens, avions de chasse, des États-Unis vers l'Europe, puis vers le Moyen-Orient, au Qatar. Le Qatar, oui. Oui, c'est un petit pays. Mais après tout, quand on observe le mouvement, que se passe-t-il? Pensez-vous que nous allons avoir une guerre totale entre les États-Unis et Israël d'un côté et les Iraniens de l'autre? Nous pourrions avoir des frappes. Eh bien, on peut appeler ça une guerre. Mais la réalité, c'est que les États-Unis sont incapables d'attaquer l'Iran au sol. C'est ça qui compte vraiment, en fait, vous savez. Et la seule chose qu'ils peuvent faire, c'est utiliser des armes à distance, lancer, tirer, peu importe le nombre de missiles dont ils disposent. Et Israël sera comme ce petit chihuahua au milieu, vous voyez, courant autour de ce stupide bulldog. Donc, mais à part ça, oui, cela pourrait être une guerre aérienne. Oui, c'est un changement. Selon la quantité que les États-Unis peuvent lancer contre l'Iran, on commence à penser que ce n'est pas énorme pour commencer. Mais encore une fois, il faut garder à l'esprit que Trump est sous la coupe de Netanyahou et que la Maison-Blanche est contrôlée depuis Tel Aviv. Et donc oui, si Israël le demande, les États-Unis suivront. Mais encore une fois, il faut attendre de voir à quoi cela va ressembler. Rappelez-vous, j'en ai parlé hier dans ma vidéo, lorsque le vice-président du Parlement iranien et président de la Commission de la Sécurité nationale en ont parlé ouvertement. La Chine et la Russie fournissent désormais des MiG-29 et des complexes de défense aérienne HQ-11. Et il dit aussi des S-400. D'accord, on verra bien. Qui sait? Mais oui, la seule chose que les États-Unis peuvent faire contre l'Iran, c'est simplement lancer toutes les armes à distance qui leur restent. Et c'est tout. C'est à peu près tout, vous voyez. Donc, et si Téhéran veut rejouer à ce jeu stupide, comme la dernière fois avec « Oh oui, c'est V2 qui volait », oui, bien sûr. C'était évidemment du théâtre kabuki pour tout le monde. Mais cette fois, Israël pourrait subir encore plus de dégâts, honnêtement. Je pense que la première fois qu'ils ont attaqué l'Iran, c'était une attaque surprise, principalement basée sur la terreur et l'assassinat de personnes. Pas vraiment une guerre. Et je me demandais ce qui a changé au cours des 2 derniers mois, disons-le ainsi, qui les pousse à penser qu'ils peuvent attaquer l'Iran à nouveau. Parce que cette fois-ci, l'Iran est totalement préparé. Aujourd'hui, vous avez mentionné le MiG-29. Aujourd'hui, nous avons regardé des images en provenance d'Iran, de Téhéran, montrant un MiG-29 patrouillant simplement dans le ciel de Téhéran. Eh bien, ils en ont. L'Iran possède des MiG-29, mais ce sont des modèles plus anciens. Ce sont des MiG-29A, qui sont des avions assez obsolètes. Ce dont il est question, et vous savez, j'ai besoin de voir les images réelles. Il dit que, encore une fois, je ne fais que spéculer ici, mais d'après la déclaration du très haut responsable du Parlement iranien, si la Russie livre des MiG-29, ce ne seront pas des MiG-29A. Ce seront en réalité des MiG-29 SMT. Ce sont des avions très avancés. C'est une génération 4+. Ils disposent de très bons armements à moyenne portée, et c'est principalement un avion avec cockpit tout écran, doté d'un radar moderne et de ce genre de choses. Ils deviennent donc un adversaire très sérieux pour tout type d'avion ennemi. De plus, les Iraniens ont de l'expérience avec le pilotage des MiG-29. Car, à ma connaissance, l'Iran possède entre 8 et 12 MiG-29A. Mais évidemment, le MiG-29 SMT est un appareil complètement différent et bien plus avancé.
C'était l'avion proposé à l'exportation au milieu des années 2000, et depuis, il conserve des capacités assez importantes. Donc, nous verrons bien. Et surtout, s'il y a des S-400, nous ne savons pas. Il faut donc attendre et voir ce qui se passe là-bas. Mais oui, tu as tout à fait raison de dire que pratiquement tout ce qui s'est passé la dernière fois reposait sur le sabotage par des agents israéliens et ces traîtres qui infiltraient à peu près partout. Eh bien, ils savent. Je ne comprends pas pourquoi les Iraniens continuent à agir ainsi, tu sais, avec leurs généraux et tout, vivant ouvertement à Téhéran. On leur avait dit que leur défense aérienne avait été sabotée dans les 10 premières heures. Donc cette fois, c'est probablement différent. Et puis, bien sûr, tout le monde a vu les images des services de renseignement iraniens pénétrant dans les installations nucléaires en Israël. Ça, c'était un choc. Et Israël doit probablement vraiment réfléchir, parce qu'évidemment, les Iraniens peuvent vraiment en finir pour eux. Ils disposent de toutes les informations sur les cibles s'ils décident de les attaquer. Dimona, l'une des principales installations, est la principale installation nucléaire en Israël. En développement, oui. Donc si on en arrive là, alors oui. Et si Israël veut devenir nucléaire, disons qu'il y a suffisamment d'imbéciles et de cinglés là-bas, ce qui représente à peu près la majorité, eh bien, alors je ne sais pas. On fait face à quelque chose qui est, comment dire, très dangereux avant tout pour Israël. Parce que Dieu nous en préserve. Si Israël essaie d'utiliser une arme nucléaire, il deviendra un État complètement paria. Et il y aura une réaction totalement différente de la part de la communauté internationale. Malgré le fait que, oui, on sait que c'est symbolique, mais c'est aussi très important en termes de symbole que l'Espagne, même le Royaume-Uni et la France reconnaissent la Palestine, ce qui était en quelque sorte une gifle pour Netanyahou. Mais si les États-Unis veulent soutenir un État terroriste, très bien, c'est ce qu'ils sont, le larbin d'Israël. Et Tucker Carlson ou n'importe qui d'autre peut dire ce qu'il veut sur le fait d'être humilié. Mais c'est ce que sont devenus les États-Unis. Ils ont perdu leur souveraineté en matière de politique étrangère, surtout vis-à-vis du Moyen-Orient, totalement au profit d'Israël. Ils sont contrôlés par Israël. Netanyahou a tout à fait raison. Il possède les États-Unis. Et étant donné que la plupart des sénateurs et des membres du Congrès à Capitol Hill sont corrompus et font l'objet de chantage de la part d'Israël, ils sont essentiellement une extension de la Knesset. Les États-Unis n'ont pas le Congrès américain. Ils ont la Knesset 2.0. L'Ukraine a déclaré qu'elle recevait des systèmes patriotes d'Israël. Quels sont ces systèmes qu'ils essaient? Je ne sais pas. Les États-Unis envoient-ils de nouveaux systèmes à Israël? Parce que s'ils veulent attaquer l'Iran, ils doivent être prêts à se défendre. Et ont-ils quelque chose de mieux que ce système de défense? Non, non. Les États-Unis ont déjà fourni à l'Ukraine, au cours de l'année et demie écoulée, presque 2 ans, les dernières versions du Patriot PAC-3 MSE, qui est le plus avancé. Il a échoué lamentablement, évidemment. Donc, peu importe ce qu'Israël essaie de livrer à l'Ukraine, cela n'aurait aucune importance. Il s'agit probablement d'un PAC-2 MSE, peut-être de quelques PAC-3. Mais le fait est que le Patriot est inutile contre les missiles balistiques modernes, sans parler des missiles supersoniques et hypersoniques modernes. Donc bon, peu importe. Le THAAD est ce que les États-Unis ont de mieux et la production n'augmente pas. Il n'y a tout simplement pas la capacité physique d'augmenter la production, par exemple, de ces missiles qui valent leur pesant d'or pour le THAAD. Et la dernière fois, c'était quoi? Ils les ont presque tous utilisés en 12 jours. Voilà, tout est dit. Donc, oui, qu'ils essaient encore, j'imagine. Après ce que j'ai vu à Quantico ces dernières semaines, je me gratte la tête. Franchement, je ne sais pas. On vit dans une idiocratie, tout simplement.
Alors, qu'est-ce que j'en sais? Ils vont peut-être essayer. D'accord, pourquoi pas? Oui. Dans quelle mesure les États-Unis sont-ils capables de les aider logiquement et militairement avec les armes qu'ils peuvent apporter dans la région? Parce qu'il y a certaines limites à ce qu'ils peuvent faire et à ce qu'ils peuvent amener sur place. Après tout, il ne s'agira pas d'une énorme quantité de missiles, et si la guerre se prolonge, il leur sera extrêmement difficile de les remplacer. Avant le cirque de Quantico, d'accord, disons-le comme ça, parce que je manque de mots, d'accord? Je ne sais pas comment décrire cela. Je veux dire, c'est au-delà de ce que j'ai pu vivre. Mais si vous regardez de près, par exemple le rapport du Government Accountability Office sur la préparation des forces terrestres américaines, c'est une catastrophe. C'est la fin de l'armée américaine telle que nous la connaissons. En fait, elle n'était déjà pas si performante à l'origine. Je veux dire, il y a toujours cette prétention selon laquelle elle aurait vaincu les puissants Irakiens, alors qu'il s'agissait d'une armée quelque peu délabrée, équipée de modèles obsolètes des années 1960 et autre chose du genre. Mais le problème, c'est que oui, les États-Unis n'ont tout simplement pas la capacité de soutenir des opérations sérieuses. Donc dans ce cas, comme je l'ai déjà dit, les États-Unis peuvent-ils attaquer l'Iran au sol? Non, même si je ne sais pas quels canaux de communication secrets ou clandestins existent entre Téhéran et Washington, D.C. Mais Israël lui-même, c'est un chihuahua militaire. La seule chose qu'il possède, ce sont des armes nucléaires, qui représentent bien sûr une sorte d'option pour Israël. Mais vous savez quoi? L'économie d'Israël est pratiquement détruite en ce moment, et il y a d'autres problèmes très sérieux. Donc Netanyahou, afin d'éviter d'aller en prison, ce qu'il devrait avec son cabinet, ou peu importe, la Knesset, et ainsi de suite, ils aimeraient plus que tout déclencher une sorte de, vous savez, guerre si vous voulez, ou des frappes, ce qui permettrait, pour ainsi dire, de recentrer l'attention du public. Mais les Israéliens eux-mêmes, à terme, la société va se désintégrer parce que ce qu'ils commettent en ce moment à Gaza et tout ce qui s'y ajoute révèle aussi qui ils sont vraiment. Et ce n'est pas un tableau reluisant. Mais M. Trump et son administration, ainsi que le Congrès américain, nous savons qu'ils sont victimes de chantage, qu'ils sont lâches et qu'ils suivront les ordres de Tel Aviv. André, penses-tu que Donald Trump a peur de Netanyahou? Oh, absolument. Il est terrifié. Et puis n'oubliez pas qu'il n'en faut pas beaucoup pour vraiment influencer Trump. C'est un narcissique. La seule chose qu'il recherche dans sa vie, c'est l'approbation, peu importe le prix. Vous savez, il rêve du prix Nobel de la paix. Je dis, donnez-le lui, bon sang. Donc oui, il a peur. Et non seulement il a peur, mais il y a aussi, n'oubliez pas, les sionistes chrétiens. Selon différentes estimations, il serait environ 57 millions, quelque chose comme ça. C'est un chiffre important pour un pays de 330 millions d'habitants. Personne ne sait combien d'illégaux il y a désormais aux États-Unis. C'est très important. Et c'est l'un des principaux blocs pour les républicains. Et ces sionistes chrétiens sont plus pro-israéliens que les Israéliens eux-mêmes. Vous savez, ils comptent des fanatiques qui n'ont rien à voir avec le christianisme. C'est une secte apocalyptique qui se moque de la Bible. Ils sont loyaux non pas envers les États-Unis, mais envers Israël. Leur fidélité va à leur propre salut, à l'enlèvement et à toutes ces idées dispensationalistes. Ce n'est tout simplement pas chrétien. Cela n'a rien à voir avec le christianisme. Cela n'en a que les apparences extérieures. Mais en réalité, ce sont des sectes mortifères. Et oui, pour eux, il n'y a rien de mieux qu'Israël qui bat tout le monde. C'est incroyable, vous savez.
On est au 21e siècle et il y a encore ce genre de personnes. Et c'est, pour ainsi dire, la composante principale d'AIPAC et de l'influence israélienne aux États-Unis. Mais après Charlie Kirk, les choses ont changé et les gens commencent à s'exprimer. Eh bien, nous en parlions déjà depuis un moment, mais je ne suis pas si important, vous savez, alors que Candace Owens l'est, Tucker Carlson aussi, et évidemment, le discours de Tucker Carlson aux funérailles de Charlie Kirk était absolument saisissant. Et la réaction de ce stade plein à craquer, 73 000 personnes à l'intérieur, c'est révélateur, vous savez. Mais oui, ces gens-là ne rêveraient de rien de plus que de déclencher leur soi-disant guerre à l'échelle mondiale. Voilà qui ils sont. André, parce que l'affaire Charlie Kirk est d'une certaine manière, on en a déjà parlé. Il y a 2 semaines, on en a discuté. Et il y avait encore tellement de théories du complot autour de l'affaire Charlie Kirk. Mais après tout, j'ai parlé avec Larry Johnson parce qu'on en parlait sans arrêt pour essayer de distinguer le vrai du faux. Et toute cette histoire, c'est un énorme chaos quand on regarde l'affaire Charlie Kirk. Du côté du gouvernement, ils inventent des choses. Personne ne sait si ce type a vraiment, vous savez, s'il a vraiment assassiné Charlie Kirk. Mais ça ne semble pas être le cas. Et ils inventent des choses. Et qui sait ce qu'il y a derrière tout ça? Mais c'est tellement étrange, la façon dont l'administration Trump est arrivée. Vous savez, il disait, nous devons réparer le gouvernement. Nous sommes nouveaux. Nous faisons tout. Nous réparons tout. Mais cela ne semble même pas être le cas avec Charlie Kirk. Ils ne sont pas honnêtes à propos de cette affaire. Non, non. Oui, le gouvernement était bien connu pour ses opérations sous fausses bannières. Du golfe du Tonkin, prétendument les Vietnamiens attaquant un navire de guerre américain ou encore Cuba et tout ça. Oui, c'est la seule chose qu'ils savent faire. Je veux dire, ils pensent être malins. Ils ont juste détruit le pays. Et encore une fois, comment puis-je l'expliquer? Nous assistons à l'agonie de l'ancien système politique aux États-Unis, qui a été complètement corrompu, et des gens qui continuent à faire de la démocratie, et tout ça. Donc oui, ce ne sont pas seulement des théories du complot, même s'il était inévitable qu'elles commencent à circuler. Et il y a beaucoup de gens, ils n'aiment pas Kash Patel, ils n'aiment pas, vous savez, d'autres personnes, mais la réalité, c'est que de toutes les personnes, Charlie Sheen l'a dit correctement, c'est le moment JFK de notre génération. Et c'est le cas. Et en réalité, je pense que c'est encore plus vaste, car évidemment, nous vivons dans un monde où l'information circule instantanément et où les opinions s'échangent rapidement, et surtout à l'international, les gens communiquent entre eux en temps réel. Cela a donc été considérablement amplifié, et l'impact que Charlie Kirk a eu sur les gens, évidemment, est-ce qu'il s'agit d'Israël? C'est tout à fait possible. Tout à fait possible. En fait, c'est même très probable. Cela pourrait-il être l'Ukraine? Tout à fait possible. Et aussi très probable. La position de Charlie Kirk, surtout avant son assassinat quelques mois auparavant, a été complètement renversée. Pas seulement renversée, mais à 180 degrés. C'était un revirement lorsqu'il a commencé à parler de sujets que tout le monde aborde dans sa cuisine aux États-Unis. Enfin, la plupart des gens. Et surtout ceux qui, d'une certaine manière, ont un impact sur la vie politique. Que puis-je dire? Bien sûr, ils vont mentir. Vous vous souvenez de l'USS Liberty et de la façon dont le père de John McCain, le défunt amiral McCain, a essentiellement saboté la commission, qui était en train de conclure qu'Israël avait attaqué délibérément l'USS Liberty parce qu'il voulait éliminer les témoins oculaires, qui étaient des marins américains à bord de navires de guerre américains. Donc, nous savons comment cela fonctionne. Ils sont tous corrompus, ils sont tous victimes de chantage, ils sont tous dans la poche du Mossad. Et donc voilà les États-Unis, c'est aussi simple que ça. Ce ne sont pas les États-Unis d'Amérique, ce sont les États-Unis d'Israël.
Et soyons honnêtes, c'est ce que cette génération a fait. Ils ont vendu leur pays. Ce sont des traîtres. Et ce sont aussi des fanatiques et des imbéciles qui croient à ces absurdités issues de l'hérésie, qui n'ont rien à voir avec la véritable Bible. Et vous savez, que puis-je dire? C'est comme ça. Nous assistons à un tournant historique. Et les États-Unis doivent maintenant décider s'ils veulent continuer en tant que pays unifié. Mais l'Europe, c'est fini. L'Europe, c'est terminé. Ainsi, les États-Unis sont le dernier vestige de la civilisation occidentale, dans le sens où seule la Russie et les États-Unis restent en quelque sorte des pays occidentaux. L'Europe n'est plus occidentale. Elle n'a plus rien à voir avec la civilisation occidentale. C'est essentiellement un terrain de jeu satanique, et c'est fini pour eux. Donc, les cœurs de la civilisation de l'Europe occidentale, qui sont la France et l'Allemagne, c'est terminé, c'est fini, c'est mort. Alors, on verra bien. Mais Trump n'est pas l'homme capable de gérer quoi que ce soit. C'est un narcissique. Il est en réalité compromis. Que puis-je dire? Et puis, je ne sais pas ce qu'il en est des dossiers Epstein et tout ça. Alors, est-ce que c'est lui? Peut-être. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ne me demandez pas là-dessus. Oui, aujourd'hui, Poutine a déclaré à Valdai que dans la situation mondiale actuelle, nous devons être prêts à tout. Les enjeux sont extrêmement élevés. Oui, Et je pense qu'il parle de l'instabilité du gouvernement aux États-Unis, parce qu'ils disent une chose et en font une autre. en Occident, en Europe, ils sont absolument instables. Ce sont des idiots. Ce sont tous des lâches. Macron est un gamin. Je ne sais même pas ce qu'il a fait. Mais encore une fois, la France, c'est fini. C'en est terminé pour la France. La seule question, c'est à quelle vitesse ils vont. Les Français n'ont ni la volonté, ni l'intégrité de se battre pour leur pays. Ils se battent pour leurs intérêts économiques, pour ce qu'ils peuvent obtenir. Comme aujourd'hui, 600 000 partout en France. Allez, allez, battez-vous pour ça. Que votre pays soit en train de sombrer, ça ne vous intéresse pas. Il a été complètement, enfin, essentiellement arabisé et africanisé, des choses comme ça. Donc c'est fini pour eux. C'est pareil pour les Allemands, mais au moins au Royaume-Uni, il y en avait quelques-uns, vous voyez? Mais ce sont des gouvernements traîtres. Ils ne se soucient pas de leur propre peuple. Ce sont des mondialistes, ce sont des pervers. La plupart d'entre eux sont des pervers, des déviants sexuels. Et donc, c'est du satanisme, tout simplement, vous voyez. Et l'Europe, dans ce cas, c'est fini. C'est terminé. Et Vladimir Poutine l'a dit très clairement aujourd'hui. Et je cite, « L'Europe rétrécit et continuera de rétrécir et elle disparaîtra. » Voilà la réalité. Donc, à cause de cela, nous avons ces crétins qui, aussi paradoxal que cela puisse paraître, ne connaissent qu'une chose. Ils essayent de déclencher une sorte de guerre pour sauver, en gros, leur peau. C'est tout. Et quand on regarde l'armée française, c'est une blague. Il en va de même pour le Royaume-Uni. Et oui, s'ils veulent la guerre, qu'ils essaient. Que puis-je dire? Mais les États-Unis, dans ce cas précis, sont le pivot le plus important de tout cela, car évidemment, nous parlons d'une superpuissance nucléaire. Et qui sait ce qui pourrait arriver? Personne ne veut vraiment d'un vrai chaos dans un pays avec un tel potentiel nucléaire. Et vous savez, les gens qui paniquent en ce moment, n'est-ce pas, en Russie. Larry Johnson a écrit aujourd'hui un excellent article sur des généraux américains qui étaient assis, écoutant ces diatribes humiliantes, vous savez, de Trump et Hexer. Et personne ne s'est levé pour dire « Je présente ma démission. Je ne peux plus supporter cela. J'ai de l'honneur et j'ai prêté serment à mon pays et à la Constitution. » Personne. 800 d'entre eux. Aucun. Incroyable. Et qu'est-ce que ça signifie? Ces types ne se soucient que de leur carrière. Et certains d'entre eux ne sont même pas compétents militairement pour commencer. Donc oui, c'est la nature de l'instabilité. Et puis bien sûr, nous ne savons pas ce qui arrive. Eh bien, peut-être que certains le savent. Peut-être même que Trump a été informé de ce qui attend les États-Unis sur le plan économique. Et pour l'Europe,
c'est fini. Les États-Unis veulent, ils parlent des missiles Tomahawk, Andrei, en envoyer aussi. Et ce que Poutine a dit aujourd'hui, c'est que ces missiles ne changeraient rien sur le champ de bataille. Non, Oui, et il a mentionné, Andrei, que ces missiles et l'utilisation de missiles Tomahawk sont impossibles sans une implication directe des États-Unis. oh, absolument. Oui, ce n'est pas seulement ça. Pour lancer des Tomahawks, il faut une plateforme. Encore une fois, soyons clairs. Le Tomahawk est un missile avancé. Il a une bonne portée. Ils en parlent, oh oui, on peut pas le leurrer, vous savez, ou avec le GPS, des choses comme ça. Eh bien, la défense aérienne russe est plutôt impressionnante, pour le dire gentiment. C'est de loin la meilleure au monde, à un point que je ne peux même pas décrire. Elle est des années-lumière en avance. Mais les Tomahawks ont de la portée. Et ça veut dire quoi? Ils vont essayer, vous savez, d'attaquer, peu importe. Vous savez, en se cachant bien sûr derrière le dos de leur... C'est ce qu'ils font. Ils sont vraiment bons qu'à se cacher derrière le dos de leur chair à canon ukrainienne. Mais pour les utiliser, il faut soit des bombardiers stratégiques B-52 ou B-1, soit des destroyers de la classe Arleigh Burke ou des croiseurs de la classe Ticonderoga pour les lancer. Bien sûr, ils en disposent maintenant, Aegis Ashore, qui se trouve évidemment à Deveselu en Roumanie et en Pologne. Et puis bien sûr, l'autre moyen de lancer des Tomahawks, c'est ce vieux système dit Typhoon. Qu'est-ce que le système Typhoon? C'est essentiellement un système de lancement vertical, le MK-41, qui est littéralement monté sur un châssis automobile. On y place donc des Tomahawks, et on peut aussi y mettre le SM-6. C'est un système de lancement vertical. Donc, vous le conduisez quelque part, vous recevez vos coordonnées de ciblage, quelles qu'elles soient, puis vous visez, élevez votre lanceur et tirez. Le problème, c'est que les États-Unis ont besoin de ces armes en Asie et qu'ils n'en possèdent déjà pas beaucoup. Et personne ne connaît le nombre exact de Tomahawk opérationnels dans l'arsenal américain. Comme certains l'ont fait remarquer il y a quelques jours à l'Institut Quincy, même si je ne les tiens pas en très haute estime, ils ont au moins eu le mérite de le dire clairement. L'armée américaine ne veut pas les utiliser. D'abord, ce sera encore une fois, comme toujours, l'accumulation du système gouvernemental américain, comme cela a été fait, par exemple, en Syrie, par la défense aérienne syrienne. Rien de moins. Deuxièmement, ça va s'intensifier. Et au final, ils n'ont tout simplement pas assez de ces Typhoons. Les gens disent qu'ils en ont 3. D'accord, 12 missiles. Ils les veulent, mais ils ne les produisent pas rapidement. Donc c'est surtout des paroles. J.D. Vance peut dire ce qu'il veut, mais il était caporal dans le corps des marines des États-Unis et il était journaliste, d'accord? Donc il n'a pas les compétences techniques pour comprendre ces choses simples. Et puis, oui, que puis-je dire? Mais maintenant, les États-Unis vont continuer à essayer de faire quelque chose. Parce que puis-je dire? Trump ne comprend pas qu'il se ridiculise un peu plus chaque jour. Il humilie également les États-Unis parce qu'il devrait écouter Viktor Orban, qui a clairement dit « c'est fini, la guerre est gagnée. Il ne reste plus qu'à décider combien d'Ukrainiens ils veulent encore tuer. Veulent-ils se battre? L'armée américaine est incapable de combattre l'armée russe. Elle sera détruite. Et donc tout cet enthousiasme, vous savez, à moins que les États-Unis ne transfèrent quelques-uns de leurs SSGN de classe supérieure, qui ont été convertis de sous-marins lanceurs d'engins en sous-marins capables de transporter, je crois, des Tomahawks. Eh bien, dans ce cas, tout peut arriver. Après cela, l'Ukraine cessera d'exister, tout comme l'Europe, et peut-être que la marine américaine aura de très gros problèmes à gérer. À moins, bien sûr, qu'ils ne passent immédiatement à l'escalade, ce qu'ils feront, car ils ne peuvent pas perdre.
Et c'est ainsi que l'ensemble de cette idée de guerre est mise en place aux États-Unis. Ils passeront immédiatement au seuil nucléaire, parce que, sur le plan conventionnel, et écoutez bien, vous pouvez me citer, mais encore une fois, j'en parle depuis des années, les États-Unis ont perdu la course aux armements. Ils sont faibles sur le plan conventionnel. Donc, ils peuvent attaquer le Venezuela. Bien sûr, ils peuvent essayer d'attaquer, et le feront probablement, Dieu nous en préserve, l'Iran. Mais c'est le plafond, pour ainsi dire, qu'ils peuvent atteindre. Ils ne peuvent pas se battre au sol. Je pense que j'ai parlé avec des Iraniens. Ils croient, ils en sont absolument certains, qu'ils vont être attaqués par Israël. Oh non, c'est évident qu'ils le feront. Oui. Encore une fois, on a affaire à des cinglés. Écoutez, après ce spectacle qui est humiliant, je veux dire, Trump ne comprend pas. Il n'a aucune classe. Ce type est un escroc de l'immobilier new-yorkais qui a fait faillite combien de fois? Beaucoup de fois. Je ne sais pas, 5, 6, voire 7. Et il ne comprend rien à l'art de gouverner. Il ne comprend pas. Il est mal éduqué. Tout dans sa vie lui a été légué par son père. Il a clairement des problèmes avec son père. Donc en un sens, c'est ce qu'on appellerait un faible. Il ne sait pas se débrouiller, vous voyez, et devenir un homme. Il ne l'est jamais devenu. Je veux dire, il y a tellement de choses aussi, y compris cette question de la tentative d'assassinat contre lui. Il y a tellement de questions, vraiment beaucoup de questions, pour le dire gentiment. Alors, regardez ça. C'est juste. C'est un cirque. Je ne peux même pas vous décrire la réaction de l'armée russe face à tout cela. Ils étaient là. Bon Dieu, qu'est-ce qu'on vient de voir? Et même si vous considérez que cela a servi de couverture pour négocier, vous savez, pour discuter dans ces salles secrètes avec tous ces, vous savez, états-majors sur la façon d'organiser une attaque contre l'Iran ou le Venezuela, ils auraient pu simplement les inviter sans exhiber l'armée américaine. C'est une bande d'imbéciles, en fait. Voilà ce que c'était. Et pas un seul général ou amiral ne s'est levé pour leur dire en face que c'était une humiliation nationale, que c'était incroyable. Et bien sûr, oui, c'est juste, je ne sais pas. Ça défie, j'ai pas de mots. Mon vocabulaire n'est pas assez riche pour décrire ce que nous avons vu. André, si jamais ils décident d'envoyer des missiles Tomahawk, d'après ce que je comprends, l'opération serait entièrement américaine. C'est bien ça? Oui, oui, tout à fait, oui. Personne ne permettra à des Ukrainiens ou même à quiconque d'approcher ces Tomahawks, car pour les États-Unis, c'est ce qu'ils ont de mieux, l'armée américaine. Ils ont aussi le JASSM, mais le JASSM, c'est... Et encore une fois, on ne sait pas combien ils en ont. Mais comme je l'ai déjà dit, pour le lancer, il faut un Typhoon. Il y en a quelques-uns, certains disent 3-4, et selon eux, ils sont nécessaires en Asie du Sud-Est pour contenir la Chine. Mais encore une fois, le Tomahawk est un missile absolument redoutable. Ils essayaient de le faire, mais c'est tout simplement, c'est une génération de retard par rapport, par exemple, au 3M14 calibre russe, sans même parler du 3M14M avec une portée de 4500 km. Donc c'est une toute autre histoire. Et comme je l'ai déjà dit, est-ce que les États-Unis vont donner à l'Ukraine un B-52 ou un B-1B pour lancer ces missiles? Vous comprenez donc l'absurdité de la situation. Alors que puis-je dire? Il faudra attendre et voir. Mais Vladimir Poutine a tout à fait raison. Je veux dire, cela ne changera rien. Ils essaieront d'attaquer Moscou. Très bien, bonne chance, vous savez. Tomahawk missile de croisière. C'est en quelque sorte. Oui, c'est un missile de croisière. C'est un missile de croisière subsonique, avec tous ces nouveaux types de systèmes électroniques, du TERCOM, qui suit le relief, jusqu'au système électronique actuel, capable de reconnaître des images et ce genre de choses. Donc oui, ce n'est vraiment rien de nouveau. Je veux dire, les calibres utilisent la même chose.
Mais ils disent que, oh, on ne peut pas modifier, vous savez, l'antenne ou l'unité GPS là-dedans. Eh bien, ce n'est pas nécessaire. La plupart du temps, c'est le guidage GPS, c'est-à-dire qu'on le lance et il vole selon des coordonnées. On peut aussi le mettre à jour par commande à un certain moment, vous voyez. Mais le problème avec la Russie, c'est qu'il ne vole pas en tenant compte des distances. Je veux dire, il peut atteindre, par exemple, si vous le lancez depuis Kiev, il aura une portée d'environ 2000 km. C'est une portée significative. Donc, mais oui, que puis-je dire? Ce ne sont que des missiles de croisière, lents et obsolètes. Il y a 2 jours, je regardais un type qui se trouvait à Moscou. Il montrait comment le GPS ne fonctionne pas à Moscou, parce qu'à Moscou, il y a 2 ans, la dernière fois, oui, on ne pouvait même pas réserver correctement un taxi Yandex, tu vois? Donc c'est toujours un peu, tu sais. Et on est resté dans l'ancien Marriott. Cette fois, on a séjourné dans l'ancien Marriott sur la rue Tverskaya. Et oui, c'est juste, les gars, je veux dire, nos téléphones ne fonctionnaient pas. L'application Yandex, et bien sûr, on avait des cartes SIM des États-Unis. Donc tu vas voir, tu sais, les gars à la réception, et tu leur dis, les gars, vous pouvez nous appeler un taxi. Et ils répondent, oui, si vous avez de la chance. Parfois. Mais maintenant, c'est complètement fermé. Donc, et GLONASS fonctionne, mais ça, c'est une toute autre histoire. Oui. André, en regardant la réunion urgente de Pete Hegseth avec Donald Trump, en présence de généraux et d'amiraux, qu'en pensez-vous? Qu'est-ce qui, selon vous, se cachait derrière ce genre de comportement étrange? C'est un comportement bizarre. C'est comme si les gens étaient littéralement devenus fous. Je veux dire, ce sont tous des coups de gueule. Et bien sûr, Trump, il prétend avoir arrêté toutes les guerres et avoir vaincu tout le monde. C'était une humiliation, comme je l'ai déjà dit. Oui, 800 amiraux et généraux, et pas un seul ne s'est levé pour dire « je ne peux plus supporter ça ». C'est une accumulation pour le pays et la nation. Personne ne se soucie de Trump. C'est un clone. Bon, soyons honnêtes, c'est un clone, tout le monde se moque de lui. C'est la risée générale. Le seul problème, c'est que ce clone a ce bouton rouge avec lui. Mais il ne comprend rien à la réalité dans laquelle il se trouve. Certaines personnes disent qu'il ne peut pas admettre la défaite. Personne ne se soucie de savoir s'il peut admettre la défaite. C'est un narcissique, évidemment. Le problème, ce n'est pas d'admettre quelque chose. C'est une question de capacité. Les États-Unis ont été vaincus militairement et économiquement. Et c'est ce qui se passe en ce moment. Comme je l'ai déjà dit, nous assistons à un tournant dans l'histoire de l'humanité au cours des 1000 dernières années. En gros, la domination de l'Occident est terminée. C'est un fait accompli. Et la seule chose que les Russes peuvent faire pour l'Occident, c'est de jouer avec les États-Unis, de lancer un os à Trump pour permettre aux États-Unis de sortir de cette situation. Mais ce type est un crétin, d'accord? Je veux dire, regardez-le, regardez ses proches. Kellogg, bon sang. Franchement, ce gars est un imbécile. Ces généraux américains, ce sont des clones. Ils ne comprennent rien du tout. Ils ont vécu dans ces récits inventés, ces fausses histoires, sur le fait que, comme l'a dit Obama, la meilleure force de combat de l'histoire. Ils ne l'ont jamais été, vous savez? Donc c'est juste bizarre, absolument. Mais bon, c'est juste une autre preuve de ce qui m'inquiète. Ce n'est pas seulement une perte totale de tout. Maintenant, on en arrive à ces spectacles bizarres, grotesques que le reste du monde regarde, certains avec horreur, d'autres en rien simplement. C'est aussi simple que ça. Keith Kellogg a déclaré que les gens à Washington pensent que la Russie ne peut pas gagner. Il l'a mentionné. Et aujourd'hui, vous avez entendu le président russe Vladimir Poutine. Il a affirmé qu'en septembre seulement, l'armée ukrainienne avait perdu plus de 44 000 soldats.
Encore une fois, les généraux américains ne comprennent pas ce qu'est la guerre. On ne leur enseigne pas ce qu'est la guerre. Ils ont regardé le film Patton, qui, soit dit en passant, a été évoqué par M. Trump se tenant derrière les étoiles et les bandes, comme George C. Scott, qui a reçu un Oscar pour son rôle dans cette chaîne médiocre. Patton. Je veux dire, c'était absolument de la mythologie, vous savez, à propos d'un type qui, selon toutes les normes du monde, était trop médiocre. En réalité, c'était pire. Mais le fait est que, oh mon Dieu, c'est tout simplement incroyable. Mais en même temps, vous savez, j'ai fait la vidéo sur la façon dont Trump montrait de l'or dans le bureau ovale. Je leur ai dit des palais royaux en Espagne, au Royaume-Uni. Alors oui, allez impressionner ces gens-là avec ça. Pas de mots, je n'arrive pas à le décrire. Il y a d'ailleurs, vous savez, une pièce de Molière à ce sujet, et c'est vraiment frappant. Une pièce sur un homme issu d'un milieu très modeste, qui devient très riche et essaie de copier, d'imiter la véritable aristocratie. C'est une comédie, et c'est tellement ridicule. Je veux dire, la comédie est tellement merveilleuse. En Russie, elle a été jouée par le théâtre Vakhtangov, le célèbre théâtre Vakhtangov. Elle a aussi été adaptée en pièce télévisée. C'est ce que nous avons constaté. C'est ce que nous avons constaté. Nous avons ce paysan, vous savez, un type, sans classe, sans éducation, sans culture. Et il s'est retrouvé dans, que puis-je dire, les hommes peuvent s'en accommoder, vous savez, et l'amour dans le cœur des gens, les désirs. Le désir finira par être exaucé, et nous aurons une Maison Blanche consacrée avec un parfait crétin. C'est ce que nous avons maintenant. Kellogg a déclaré que des hauts responsables à Washington lui avaient dit que la Russie pouvait gagner. Je suppose que ces mêmes personnes ont dit la même chose à Donald Trump, et c'est pourquoi il a affirmé, à 2 reprises, que la Russie était un tigre de papier. Aujourd'hui, Vladimir Poutine a réagi à cela. Laissez-moi vous faire écouter la réponse de Vladimir Poutine. Gardez l'initiative stratégique de manière assurée dans tous ces endroits, mais en réalité, nous avons progressé de façon constante et résolue. Sommes-nous un tigre de papier? Alors, qu'est-ce que l'OTAN dans ce cas? À quoi ressemble l'OTAN si nous sommes un tigre de papier? D'accord. L'essentiel pour nous est de conserver notre confiance, et nous sommes confiants. Merci, merci beaucoup. Vous savez, il y a ces jouets que l'on fabrique en papier, un tigre de papier. Je pense que la prochaine fois que vous rencontrerez le président Trump, vous pourrez lui offrir un tel jouet. Nous avons tous nos propres relations, et nous savons ce que nous pouvons nous apporter les uns aux autres. Et nous abordons ces choses avec calme et sérénité. Je ne sais pas si c'était de l'ironie ou quel était le contexte, vous voyez. Eh bien, il a dit cela en parlant à son interlocuteur, du genre, le tigre de papier, d'accord. Et ensuite, va donc t'occuper de ce tigre de papier. Il a peut-être dit ça, vous voyez. Mais la réalité sur le terrain est différente. Oui, vous savez. Mais il n'y a personne à Washington qui comprenne ce que Vladimir Poutine vient de dire. Ils ne peuvent pas, je veux dire. Le Pentagone est militairement incompétent. Ce sont des gens incompétents. L'éducation militaire américaine est une plaisanterie. C'est une blague. Elle repose essentiellement sur des hypothèses fausses, sur des récits erronés. Comme je l'ai déjà dit, quand on regarde Sarah Payne, qui enseigne la stratégie, une femme diplômée en histoire de l'université de Georgetown, savent-ils même ce qu'est la stratégie? Non. Ils n'ont jamais lu Svitchin. Ils ne connaissent pas la véritable histoire de la Seconde Guerre mondiale. Ils ne connaissent pas l'histoire du front de l'Est. Ils ne comprennent pas la Russie. Il n'y a pas de spécialiste de la Russie. Et de ce fait, on assiste à un échec total au niveau stratégique et opérationnel.
Tactiquement, vous pourriez trouver quelques officiers américains compétents. Ils essaieront peut-être même de mettre en œuvre certaines actions tactiques au niveau de la compagnie ou du bataillon, voire jusqu'au niveau de la brigade. Mais même cela est aujourd'hui discutable. À part cela, ils ne comprennent pas les enjeux. La plupart d'entre eux, comme on peut le lire abondamment, notamment en ce qui concerne les STEM, c'est-à-dire les sciences, la technologie, l'ingénierie et les mathématiques, les officiers américains, surtout à des niveaux inférieurs, jusqu'à 55%, vous pouvez le lire dans Parameters, la publication du US Army War College, ne réussiraient même pas les examens d'entrée de n'importe quelle académie militaire russe. Ils échoueront. Et même s'ils réussissent d'une manière ou d'une autre, ils ne pourront pas y étudier. C'est un niveau académique complètement différent. Et bien sûr, les Russes, eh bien oui, les Russes aiment aussi les deux choses, ce qui est normal pour tout le monde. Mais le fait est que les Russes connaissent très bien l'histoire militaire, et ils l'étudient vraiment. Mais après avoir vu ce qu'ils enseignent dans ces écoles de guerre, c'est juste une bonne guerre. Donc oui, qu'ils continuent de croire qu'ils sont si formidables. Mais en réalité, il est difficile pour certains généraux ou amiraux américains d'imaginer qu'ils ont perdu la course aux armements. Ils n'ont tout simplement rien à opposer, surtout si, Dieu nous en préserve, cela devient conventionnel. Vous voyez T pour ça. Même si la Russie permettait d'une manière ou d'une autre à l'armée américaine, sans interdire les voies de communication maritime, rien. Elle la laisse simplement passer, se prédéployer, s'assembler dans les zones de rassemblement en Europe, puis avancer d'une manière ou d'une autre. C'est une toute autre histoire. Les Russes attendront patiemment pendant 6 mois. L'armée américaine, telle qu'elle existe aujourd'hui, si elle se déploie sur le front, elle sera vaincue et subira des pertes catastrophiques. Même des officiers américains, pas les généraux évidemment, mais d'autres, le reconnaissent. Les États-Unis ne pourront pas supporter de telles pertes, même pendant quelques mois, car ils perdront au moins 3600 hommes par jour. Elle va perdre pratiquement une brigade par jour. Et c'est l'estimation la plus basse. Je ne parle même pas des Européens. Ce sont des idiots, en gros. Et c'est la réalité. Et Vladimir Poutine a aussi déclaré aujourd'hui, les gars, de nouveaux systèmes d'armes arrivent. Mais en réalité, bien sûr, même si on l'admet, la Russie n'autorisera personne à venir en Europe pour se battre. Je veux dire parce qu'ils seront coulés. Tout ce qui viendrait des États-Unis pour soutenir les Alliés n'atteindra pas les côtes, vous voyez. Mais oui, voilà ce qu'est l'OTAN, un tigre de papier. C'est ce que c'est. Cela a été démontré de façon empirique, de manière éclatante. Il a dit, Poutine a dit, que l'un des principaux objectifs de ces histoires de drones, de ces attaques de drones au Danemark, c'est de militariser l'Europe. Et en gros, il a averti dans le cas de l'Allemagne, et il a parlé de la Seconde Guerre mondiale, de ce qui s'est passé avec l'Allemagne. Parce que l'Allemagne dit, nous devons, ce ne sera pas la Seconde Guerre mondiale. L'Allemagne cessera tout simplement d'exister en tant qu'État. Et les Russes n'ont aucune tolérance pour l'Allemagne, ni pour la majorité des Allemands, qui détestent profondément les Russes. Les Russes en sont parfaitement conscients. Toutes ces illusions, même celles d'il y a 10 ans, ont disparu. Les Russes n'aiment pas l'Europe, et ils n'aiment pas la plupart des Européens. Ce n'est même pas qu'ils n'aiment pas, c'est un euphémisme. Les Russes sont en guerre, vous savez. Et si ce sont ces Européens qui ont élu ces personnes, il y aura toujours cette vieille histoire du genre « Ah, nous, pauvres Français, nous, pauvres Allemands, mais nous sommes, vous savez, certains occupés, d'autres nous. » Non, vous les avez élus. Vous aviez le choix. Il y avait d'autres personnes, vous savez, et non, vous étiez totalement corrompus et vous avez simplement suivi le mouvement.
Alors profitez-en. Que puis-je dire, les braves gens d'Europe, évidemment, ils accueillent la Russie à bras ouverts. Vous savez, ils obtiennent ces visas, ils s'installent. Mais la majorité des Européens, comme je l'ai déjà dit, il est trop tard. Nous savons qu'il y a des personnes en Occident qui souhaitent mettre fin au conflit en Ukraine. Elles n'aiment pas la guerre en Ukraine, mais elles estiment que la Russie est trop conciliante en Ukraine et se demandent pourquoi la Russie ne se contente pas de tout détruire. Ce genre d'argument. Voici ce que Poutine a dit à propos des raisons pour lesquelles la Russie n'a pas opté pour une guerre totale en Ukraine. Nous avons été confrontés à différents problèmes à résoudre dans différentes parties du globe. Par le passé, il y avait deux blocs, le bloc soviétique et le bloc occidental. Mais vous savez, aujourd'hui, les choses ont changé. Maintenant, je peux me retrouver face à un dilemme. Dois-je agir de telle ou telle manière? Mais si j'agis de cette façon, cela aura un impact sur certains acteurs. Si j'agis autrement, cela en affectera d'autres. À plusieurs reprises, nous avons choisi l'inaction. Parfois, il est plus sage de faire preuve de retenue que d'agir. Voilà les réalités d'aujourd'hui, et c'est ce qui se passe concrètement. Oui, il a dit, l'autre chose qu'il a dite et que je trouve très importante, c'est que ce qui se passe en ce moment en Ukraine est une tragédie à la fois pour les Ukrainiens et pour les Russes. Et aujourd'hui, il a parlé de cela, en évoquant les gens, surtout les gens ordinaires en Ukraine, qui n'ont rien à voir avec la guerre. Oh, en fait, ils le font. C'est bien ça le problème. C'est ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Et les sondages d'opinion, réalisés par toutes sortes d'organisations, qu'elles soient ukrainiennes ou internationales, le confirment. Non, non, ils veulent la paix. Mais la paix en Ukraine ne se fera qu'aux conditions de l'Ukraine. Donc c'est pas comme ça. Non, je l'ai dit publiquement depuis des années. La nation ukrainienne existe. En tant que nation politique, elle existe désormais. Une autre chose, c'est qu'évidemment, Poutine ne peut pas sortir et parler comme Taras Bulba à son fils. Je t'ai donné la vie, je vais te tuer maintenant. Donc c'est à peu près la même chose. Mais oui, il est poli. Il est diplomate. C'est ce que font les gens. Et il a tout à fait raison. Tu veux dire ukrainien, Andrei? Vous voulez dire le peuple ukrainien? Oui. Je ne vais pas révéler de secrets ici. Et tu connais mes contacts, tu en connais certains, et leur opinion est presque unanime, que ce soit sur le front ou à l'intérieur de la Russie. Il n'y a pas d'amis de la Russie en Ukraine. C'est aussi simple que ça. Je veux dire, il y en a quelques-uns, mais ils sont minoritaires. Et c'est pourquoi Vladimir Poutine a nécessairement déclaré que la Russie ne voulait pas gouverner l'Ukraine. On ne veut pas avoir à gérer 19 à 20 millions de personnes qui vous détestent profondément. Et surtout, après ce que l'on sait, 2 millions d'Ukrainiens, des soldats ukrainiens, ont été tués. Donc soyons très réalistes. Il y en aura probablement un autre million d'ici la fin du conflit. Donc, il faut multiplier ce chiffre par 2 en termes de noms et de tout le reste. Vous pensez que les Russes veulent vraiment diriger ces gens? Non. S'ils ne veulent pas le faire, c'est même plutôt le contraire. Mais leurs conditions restent les mêmes. Elles ne changent jamais. La seule question, c'est jusqu'où les Russes iront. Mais encore une fois, la Russie peut anéantir 2 millions de personnes supplémentaires avec très peu de pertes pour ses propres forces. C'est ce que je dis. Washington, D.C., ils ne comprennent pas la guerre. Ils n'ont jamais vu quelque chose de semblable. Les généraux américains n'ont aucune idée de ce que c'est. Sur le plan opérationnel, ce sont des amateurs, comme on l'a déjà vu en 2023. On l'a vu en 2024 avec Kursk. En gros, les erreurs flagrantes qu'ils y ont commises. Et oui, c'est le résultat. On a tout vu à Quantico.
C'est un véritable cirque, en fait. Et ils courent dans tous les sens en ce moment, comme des poulets sans tête, parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils doivent faire. Ils ne peuvent pas, à moins de vouloir aller jusqu'à l'option nucléaire. Mais dans ce cas, ils disparaîtraient. Le pays entier serait anéanti, et avec lui, la majeure partie du monde. C'est pourquoi Poutine a absolument raison. Parfois, il faut faire preuve de retenue. La Russie ne combat pas les civils, même ceux qui sont absolument enragés contre elle, ce qui représente la majorité de la population ukrainienne. La plupart, pas tous, je ne dis pas que c'est tout le monde, mais la majorité, quelle qu'elle soit, entre 60 et 80%, ils détestent la Russie alors qu'ils sont ethniquement russes. Certains d'entre eux parlent russe, en fait très nombreux, mais cela ne veut pas dire qu'ils aiment les Russes. Nous sommes ici face à l'une des situations les plus uniques depuis l'Allemagne nazie, où une nation entière a été conditionnée à vivre dans une illusion totale. Et voilà. C'est à peu près la fin de l'Europe, qui a été repoussée par les États-Unis. Lorsque ceux-ci sont entrés dans la Seconde Guerre mondiale, en Europe, beaucoup de gens disent, et ce n'est pas sans raison, que les États-Unis ont débarqué en Normandie en 1944 et que les alliés occidentaux l'ont fait principalement pour contenir l'avancée soviétique, vous savez, l'armée rouge, parce qu'ils voyaient ce qui se passait là-bas. Et cela a abouti, en gros, à Berlin, à la partition de l'Allemagne et à ce genre de choses, et à 2 blocs. Mais le fait est que l'Europe s'est suicidée pendant la Seconde Guerre mondiale. Point final. À travers les 2 guerres mondiales, l'Europe a commis des crimes indicibles. C'est pourquoi, par exemple, ils adorent ce discours anti-soviétique. Parce qu'évidemment, ce n'étaient pas les soviétiques qui construisaient des camps de concentration et d'extermination. Ils ne l'ont pas fait. C'est pour ça qu'ils aiment Solzhenitsyn. Ils avaient besoin de ce genre de choses. Mais la réalité, c'est que c'est l'Europe qui a commis cela. C'est la France qui a collaboré avec les nazis. Leur résistance était pathétique. Je veux dire, c'était incroyable. Et ils ont réécrit leur histoire. Ils ne comprennent pas. Ils se sont déjà humiliés là-bas. Il en va de même pour l'Allemagne. Quant au Royaume-Uni, il faut au moins reconnaître à Churchill ce qui lui revient, parce qu'il savait ce qui arriverait au Royaume-Uni si ces idiots des Tories voulaient collaborer avec, vous savez. N'oubliez pas, les Windsor sont en réalité, à ma connaissance, la maison de Windsor, a des racines allemandes. Donc quand on regarde cela, l'Europe est finie, c'est terminé. Elle s'est suicidée, si ce n'est grâce aux États-Unis, qui lui ont donné un nouveau souffle pour encore 70 ans. Et même alors, c'est l'approche souple de l'Union soviétique, vous savez, en termes d'approvisionnement en énergie et autres, qui a permis à l'Europe de survivre après l'effondrement de l'Union soviétique. Ils en ont tiré de mauvaises conclusions. Et nous voyons là, comme je l'ai déjà dit à de nombreuses reprises, les résultats finaux de la Seconde Guerre mondiale. Merci beaucoup, Ising, André, d'être avec nous. Avec plaisir. Gus hesti epistemic vu. Merci. Merci. Au revoir.